Un pluvieux dimanche matin de mai. Il est tôt, mais déjà une centaine de voitures se dirigent vers le Crystal Palace dans le sud-est de Londres. Tous sont venus participer au rassemblement de Mini de Brighton à Londres, où ils seront rejoints par des milliers de fans afin de célébrer la véritable icône qu'est devenue la Mini. Cela fait plus de 40 ans que la Mini a fait son apparition et elle compte toujours autant de passionnés. Certains d'entre eux n'étaient même pas nés lorsque la première Mini est sortie de l'usine. Tout est vraiment différent des années 60. Dans les années 60, il y avait les rockstars et pour les Mini, vous aviez les pilotes de rallye qui battaient tout le monde en Mini. Et vous aviez les designers de la fin des années 50. En ce temps, la Mini était surtout un accessoire à la mode. En Angleterre, c'était considéré comme un moyen de transport bon marché, mais dans tous les autres pays, c'était vraiment très à la mode. Je pense que cela reflète un peu sur nous maintenant. Ce qui est bien à propos de ça, c'est que la Mini est vraiment universelle. Tout le monde connaît les Mini, même ceux qui n'en ont jamais conduit. Les gens qui ne possèdent pas de Mini connaissent cette voiture. La plupart des conducteurs de Mini sont des femmes. Il y a beaucoup de shows en Angleterre et c'est une immense satisfaction. Lorsque vous avez une Mini, vous n'êtes jamais seul. Elle n'est pas comme les autres, elle est différente. C'est une partie de l'Angleterre. Elle apparaît toujours dans les films. Que ce soit en star ou en guest. Une jolie voiture abordable. Je possède une nouvelle Mini BMW. Il n'y a aucune comparaison possible. Mais il y a en elle quelque chose de l'original. Vous pouvez vous rendre dans plein de concentrations de Mini et vous y rencontrerez tous les modèles possibles. Même le plus blasé des visiteurs est impressionné par le grand nombre de modèles exposés. Mark I, Mark II, Clubman, Pick-up, Custom et bien sûr la Cooper, ancien et nouveau modèle. Elles sont toutes là. C'est un travail difficile de rassembler tout le monde au bon endroit, spécialement lorsque les pilotes ne sont pas tout à fait réveillés. Ils arrivent un par un. De nombreuses heures de travail ont été nécessaires afin que les voitures soient prêtes pour le show. Mais pour certains, les problèmes commencent même avant que la course ne débute. Les premières voitures à partir vont être celles qui participeront à la compétition Show and Shine. Une fois qu'ils seront arrivés à Madeira Drive à Brighton, ils seront rassemblés par catégorie afin de trouver la plus belle voiture dans chaque classe. Les pilotes font un dernier briefing. Ce n'est pas une course, juste une sympathique sortie pour passionnés, même s'ils sont plusieurs milliers. Et la course commence. Le parcours est le même que celui de la célèbre course Londres-Brighton, vieille de plus d'un siècle. Mais les autoroutes et les rocades ont remplacé la plupart des routes départementales que parcourait la Mini en 1959 lors de son lancement. On doit se souvenir de l'époque. On doit se rappeler que le peuple anglais avait gagné la guerre. Les restrictions prenaient fin. Ces restrictions avaient débuté au milieu de la guerre. Mais au milieu des années 50, elles ont disparu. Mais on a considéré, dans l'industrie automobile, avec l'expérience de la guerre, que l'on était encore limité. Et l'idée de vendre à tout le monde une voiture était alors ridicule. Aujourd'hui, il serait inconcevable de confier le design d'un projet si important à un seul homme. Aussi, en 1956, le président de British Motors Company, M. Leonard Lord, confia au créateur de la Mini, M. Alexis Sigonis, la liberté de produire une petite voiture en utilisant le moins de matériaux possible avec un maximum d'espace intérieur.
Issigonis était, à mon avis, l'un des plus grands créateurs de ce siècle. C'était un homme charmant et j'ai eu la chance de le rencontrer lorsqu'il était plus jeune, au début des années 50. Je travaillais pour l'entreprise de ma famille sur les suspensions caoutchouc. Il n'était pas intéressé par de tels matériaux, mais il était intéressé par ma façon de travailler. C'était un très bon observateur. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut le prendre. Nous avons travaillé ensemble au début des années 50. Il partait de chez Morris lors de la fusion Austin-Morris. Il devait travailler à la production d'une nouvelle voiture. Et là, nous avons beaucoup travaillé ensemble. On admirait tous les deux la Citroën 2 chevaux et son ensemble mécanique. Cela fonctionnait très bien et nous nous sommes dit que nous pouvions faire la même chose, mais pas de façon archaïque avec beaucoup de biellettes et de renvois, mais de façon hydraulique. À partir de cela, naquit le concept de l'hydrolastique à base d'eau et de caoutchouc interconnectés. Nous avons fait l'expérience, je pense, en 1956, et nous nous sommes aperçus, alors que l'on conduisait la voiture, que cette voiture était aussi stable qu'une grosse voiture. Il y avait là une excellente invention pour ma part, bien que je ne fus qu'un simple intervenant. Issigonis avait déjà connu le succès lors du lancement de la Morris Minor, qui était une voiture ultra conventionnelle, comme les petites voitures américaines. Et lorsqu'il fut chargé par le directeur de BMC de faire une petite voiture, il eut la brillante idée du moteur transversal et des roues avant motrices. Nous étions tous très intéressés par Citroën, le champion de la traction avant. Nous étions par contre tout à fait contre la coccinelle. On considérait que le moteur transversal arrière n'était que source d'instabilité. On était des citroënistes en quelque sorte. C'était une sorte de pari technique, faire la plus petite voiture possible. La tenue de roue devait être extraordinaire. L'agencement intérieur devait être maximisé. C'était ça le concept. Tout ce qui fut réalisé sortit de l'imagination d'Issigonis et de sa petite équipe, heureusement très soudée, tous travaillant simplement à réaliser cette voiture aussi vite que possible. Les voitures modernes de maintenant ont été dessinées par des bureaux de design. Plus personne ne serait autorisé à dessiner une voiture tout seul. Ça serait d'ailleurs trop compliqué avec la réglementation actuelle. Ce sont donc des bureaux de design qui s'en occupent aujourd'hui. Issigonis s'est servi des technologies déjà existantes. Beaucoup de ce qu'il a utilisé n'était pas vraiment nouveau, mais le fait de mettre tout ensemble l'était. Il prit différentes choses qu'il a adaptées ensemble et ça a vraiment bien marché. À la base, il n'aimait pas ce genre de voiture, mais il voulait vraiment construire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Cette voiture est devenue championne du monde des rallyes dans les années 60, 4 années consécutivement, officiellement 3, mais réellement 4. Il aurait été horrifié de conduire une voiture de cette sorte, mais il avait réussi à créer une voiture capable de battre le reste du monde, les Porsche et toutes les autres. Il était certain de ses idées. Et je pense que son surnom, un jeu de mots du genre Issigonis, lui allait bien. Pour ma part, j'aurais préféré quelque chose comme Enigonis. Ce qui est sûr, c'est que c'était un homme solide, avec des idées fortes. Tout le monde disait au département de la recherche que quoi qu'ils aient à faire, ils auraient besoin d'un Issigonis. C'était une assez bonne remarque, mais en dehors de ça, c'était un charmant compagnon. Je pense qu'il voulait vraiment créer quelque chose de neuf. C'était merveilleux de travailler avec cet homme. Cela semblait naturel pour lui. Mais ça lui venait sans doute de son expérience de la guerre.
Le but était de donner à la Mini la qualité d'une voiture plus grande, donc plus luxueuse. L'intention était d'utiliser l'hydroélastique, né avec l'expérience des DS, apparue un peu avant 1955, qui interconnectait la suspension avant et arrière, ce qui était la clé de la chose. Cela signifie qu'on devait faire comme la 2 chevaux, une voiture à la suspension très confortable, mais d'une autre manière. Le problème était de faire les choses à temps et de dégager davantage d'espace. J'ai échoué avec cette suspension, mais ce n'était pas si mal. Broadford avait développé de son côté une suspension sur cônes en caoutchouc, quelque chose de très compact. Cette suspension fut introduite et conservée longtemps. Ce fut dispatché, comment vous dire, comme avant la guerre. La suspension hydroélastique fut montée sur les 1100, une voiture que l'on a vendue à près de 2,5 millions d'exemplaires. Une voiture qui a connu un énorme succès et qui fut en quelque sorte la mère de la Mini. L'hydroélastique fut aussi montée sur la Mini. Je pense que cela a commencé en 1966, montage qui fut stoppé au début de l'année 1971. Mais pendant ce temps, plus d'1,5 million de voitures équipées de l'hydroélastique avaient été vendues, suspension prévue originellement. Nous avons été vraiment ravis que notre victoire du célèbre rallye de Monte-Carlo fût remportée par une Mini équipée de l'hydroélastique. Le problème était toujours cet espace minimum. Il semblait impossible de monter des ressorts dans si peu d'espace. Jamais on n'avait pensé que cela serait possible d'installer des amortisseurs télescopiques. Mais les fabricants nous ont fait des systèmes ultra compacts qui ont remplacé l'hydroélastique, mais tout cela arriva bien plus tard. Pendant que le Dr Moulton pensait à une solution pour la suspension, Issigonis se mit à concevoir le reste de la voiture. Et il travailla en se considérant comme un occupant de la voiture ou comme l'un des 4 occupants possibles de la voiture. À partir de cela, il calcula que l'espace pour le passager devait être de 2,67 m de long, 1,28 m de profondeur et 1,33 m de hauteur. Il devait également y avoir de la place pour un moteur et un coffre. Il avait déjà décidé que le moteur serait monté transversalement, que les roues avant seraient motrices, ce qui permettait de supprimer le tunnel de transmission. Mais une sorte de tunnel fut tout de même créé afin de conserver les 15 cm de garde au sol minimum prévus pour la ligne d'échappement. Un des nombreux dilemmes fut de savoir où placer la boîte de vitesse. Si on la montait en ligne avec le moteur, la crémaillère de direction devenait impossible à loger. Issigonis pensa que la boîte de vitesse pouvait être placée dans un espace inutilisé, à savoir sous le moteur et entre les roues. Il imagina également que le moteur et la boîte de vitesse pouvaient être lubrifiés par le même carter d'huile. Mais, avec toutes ces nouveautés, le lancement du nouveau modèle dut être retardé, avec des conséquences catastrophiques pour la compétitivité future de la BMC. Les patrons, avec en tête Lord Leonard, avaient totalement confiance en Issigonis après ce qu'il avait réalisé sur la Morris Minor et dans ce qu'il envisageait. Nos 2 lords, quand le prototype fut prêt, aux alentours de 1958, je pense, assistèrent à ses premiers tours de roue autour de l'usine de Longbridge et crièrent « Lancez la fabrication ». Ce à quoi Issigonis a répondu « Mais on fabrique quoi au juste ?» On lui répondit de faire ce qu'il voulait, la condition essentielle que cela soit une 4 cylindres avec 4 vitesses sur 4 roues et bien évidemment utiliser un moteur de la série A. Voilà l'histoire. La confiance et les moyens qui lui furent donnés étaient sans limite. La seule idée qu'une énorme entreprise comme Ford pouvait être battue par une entreprise nationale anglaise poussait tout le monde en avant. Une aventure extraordinaire. Bien sûr, lorsque son lancement fut décidé en 1959, en pleine crise internationale, les gens furent absolument sidérés. Je me rappelle que quand je conduisais la voiture sur une route de campagne, les gens s'arrêtaient stupéfaits et me regardaient. C'en était presque gênant.
Un nouveau bébé dans la célèbre famille anglaise et de taille, même s'il est si petit. La Mini de la British Motor Corporation. Le moteur de 800 cm3 est monté transversalement et 2 versions existent. Mais en fait, il n'y a aucune différence entre la Morris et l'Austin Mini. Calandre et monogramme sont les seules différences et vous pouvez compter sur un grand coffre pour une si petite voiture. Le minimum a été conservé afin de pouvoir proposer la voiture à un faible coût. Son prix est d'environ 5 000 francs. Les performances annoncent une vitesse maximum de 120 km/h et une consommation inférieure à 7 litres au 100. La Mini aura une importante carte à jouer dans la bataille que les constructeurs se livrent sur le créneau des petites voitures lorsqu'elle débarquera sur le continent. BMC a investi 100 millions de francs dans les nouvelles installations de Longbridge et Cowley. Mais avec un prix fixé à moins de 5 000 francs, la Mini rentrait alors en concurrence avec de vieux modèles basiques tels que la Ford Popular. D'un côté, persuader les bas salaires de se défaire de leur argent était toujours chose très difficile, et de l'autre côté, pour les bourgeois, la Mini était trop bon marché. La réputation de la Mini fut entachée dès ses débuts lorsque l'on découvrit qu'un panneau de plancher avait été embouti à l'envers. Les tests de la pré-série avaient été effectués durant l'été 1959, par temps sec, et dans la précipitation du lancement, cette erreur ne fut pas réparée. Mais lorsque la bise fut venue, l'odeur des tapis de sol moisis devint rapidement familière. Le moteur fut retourné afin de fournir une protection au carburateur. Mais ceci exposa l'allumeur aux intempéries, entraînant de nombreuses pannes d'allumage. Mais toutes ces erreurs de jeunesse furent rapidement surmontées. La Mini a survécu et allait offrir à de nombreuses générations leur première expérience au volant. L'objectif dans les années 50-60 était de mettre les salariés sur la route, afin qu'ils puissent aller travailler en voiture. Le gouvernement a tout fait pour que tout cela fonctionne, car c'était la vraie première petite voiture. Les gens avaient un certain pouvoir d'achat, chose tout à fait nouvelle à cette époque. On a vendu des Mini pendant des années à moins de 5 000 francs. Tout le monde en avait une. À la fin, 5,5 millions de voitures furent construites, voire plus que ça. La plupart sont restées dans ce pays et ce fut certainement l'une des voitures les moins chères que l'on pouvait croiser sur la route. Toute une génération a appris à conduire dans une Mini et je pense que vous gardez toujours un faible pour la voiture avec laquelle vous avez appris à conduire. C'est une voiture de 1961, une Austin Mini 7 Deluxe. Elle a été complètement restaurée en 1999. Nous l'avons trouvée à l'origine dans une grange. Elle était dans un état lamentable. On a donc entrepris cette restauration, ce qui était un peu de la folie. Ça a pris environ 2 ans pour la restaurer dans cet état concours. Tout y est passé, depuis la moindre rondelle. Le plus gros problème fut sans doute les pneumatiques. Les pneus de 10 pouces sont très durs à trouver et de plus, ils réduisent votre vitesse de pointe. Mais ils se sont mis un jour à refaire des pneus de 10 pouces de qualité. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a connu tout de suite un immense succès. Tout simplement parce que c'est super sympa à conduire. C'est une Mini 6C de 1993. Je l'ai achetée il y a 7 ans pour à peine 4 à 500 francs, un ami d'un ami. Elle était dans un état désolant. 2 ailes, 2 panneaux de porte, le moteur et la boîte de vitesse à refaire. J'ai tout fait moi-même, de la mécanique à la carrosserie. C'est pour ça que je l'adore, car vous pouvez travailler dessus sans être un professionnel. Si vous n'avez pas peur d'abîmer vos mains, bien sûr. C'est une Mini Cooper pas mal modifiée de 99. Je l'ai depuis à peu près 7 mois et je lui ai rajouté des roues chromées, un intérieur entièrement revu, des extensions de voies comme sur les voitures de compétition, ce qui en fait une voiture fantastique. Une voiture excellente, peut-être pas fantastique, mais excellente.
Le moteur est proche de l'origine, ce qui est une chance aujourd'hui. Je lui ai juste donné un petit look rétro. Ce look rétro se fait en rabaissant le train avant, ce qui lui donne un petit air de MK1. Je l'utilise même pour aller au boulot. Peut-être pas pour faire du shopping, mais uniquement parce que les courses ne rentrent pas dans le coffre. Et ces jours-ci, l'essence commence à coûter un petit peu trop cher, même si elle ne consomme pas tant que ça. Personne ne pouvait prévoir le succès de la Mini, et cela semble même incroyable aujourd'hui que les premiers exemplaires qui affichent plus de 40 ans circulent encore à l'heure actuelle. C'est une Austin Mini Super Deluxe de 1964. Cela signifie qu'elle possède un chauffage, un cadran à 3 jauges. Elle est toujours dotée de certaines commandes au plancher, ce qui lui donne son côté un peu magique. La voiture a passé la plupart de son temps à l'ouest de Londres, chez un vieux gentleman, qu'il a donné à sa fille, et je l'ai complètement restaurée au début des années 90. Elle est verte, avec un intérieur coordonné lui aussi vert. Elle est sortie d'usine avec des tapis de sol gris, mais maintenant elle a des tapis verts. Je ne sais pas pourquoi, et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est une voiture très intéressante à conduire, particulièrement avec ses commandes très amusantes à utiliser comme le démarreur, le contact moté au centre. Elle a les mêmes freins à l'avant comme à l'arrière, comme la Cooper, au contraire des autres Mini qui ont des freins avant différents de ceux de l'arrière, ce qui lui permet de freiner presque comme une voiture moderne. Mais ils ont tendance à s'évanouir assez vite, ce qui peut vous surprendre au niveau de distance de freinage, si vous n'y faites pas attention. Comme je l'ai dit, c'est une voiture de 64, différente des voitures de 69. Elle inspire le respect, mais beaucoup pensent que seuls les MK1 sont à considérer. Et d'autres affirment que les seules vraies Mini sont celles qui roulent sur des roues de 10 pouces, avec des vitres coulissantes, une calandre qui révèle bien l'âge de la voiture, et tout ce genre d'accessoires qui signent l'ancienneté de la Mini. Ces Mini possèdent la fameuse calandre gaufrée et des bananes, et des renforts de pare-choc aux 4 coins. On est en ce moment à 65 km/h, ce qui représente une bonne vitesse moyenne pour une des premières Mini. Il est possible de pousser la voiture jusqu'à 120, voire 130 km/h, mais la voiture n'est vraiment pas faite pour ça. Mon père a possédé 3 Mini dans les années 60, il était vraiment très soigneux. Mais un jour, il a pris l'autoroute à plus de 120 km/h et ça s'est terminé avec un joint de culasse. Elle n'est pas construite comme une voiture moderne, il faut regarder souvent son tableau de bord quand on conduit. On doit s'appliquer à sentir quand sa Mini est prête à bouillir, ce qui est une odeur bien particulière et qui se voit aussi par la vapeur au sommet du radiateur. Et ça, beaucoup de Mini sont extrêmement sensibles. Durant les années 60, la Mini fut constamment développée et de nombreuses versions apparurent afin de satisfaire les différents marchés. Dès que la version standard 4 places fit son apparition chez les concessionnaires, un van suivit. Moins d'une année après le lancement de la Mini break-bois fit elle aussi son apparition. Les ajouts de bois n'étaient pour le moins pas envahissants, mais finalement suffisants pour attirer une clientèle nettement plus noble. En 1961, la Mini pick-up fut lancée. Et voici la Mini Moke, l'une des tentatives de commercialisation les plus inattendues d'un véhicule basé sur la Mini, fait bien la Mini Moke. Son lancement se fit suite à une demande militaire. Elle était assez solide pour supporter un parachutage et assez légère pour être portée par un hélicoptère. Mais elle manquait d'espace intérieur, ce qui anéantit les chances de la Mini Moke. L'un des plus intéressants développements fut celui avec la version bimoteur qui fut envoyée à l'armée américaine pour des tests. Mais cette tentative restera vaine. Ses performances sont étonnantes, 72 chevaux qui permettent une vitesse de pointe de plus de 100 km/h, mais le plus remarquable est qu'elle soit capable d'aller n'importe où, et ce, quelles que soient les conditions de roulage. De fait, la neige devient une plaisanterie lorsque vous conduisez une Mini Moke.
En 1965, une boîte automatique 4 vitesses faisait son apparition sur la Mini automatique. Chose étonnante, bien que cette boîte automatique fût notoirement plus grande que son homologue mécanique, elle put rentrer sous le capot de la Mini. Une boîte automatique commandée par un levier au plancher, ce qui permet un passage des vitesses particulièrement doux. BMC a conçu dans ses propres bureaux cette nouvelle boîte de vitesses qui rend la conduite aussi facile pour les femmes que les hommes. C'est la première boîte automatique développée dans une si petite voiture. Le supplément de coût est largement compensé par l'agrément de conduite. Une fois de plus, BMC introduit sur le marché une grande nouveauté tout en respectant une certaine tradition. Mais plus que d'innombrables changements et innovations, le besoin de nouveautés et la mode asseoirent définitivement la réputation de la Mini. Si l'on considère les années 60, l'Angleterre vivait en vase clos. La musique, les films et la mode arrivèrent au même moment et permirent de créer une nouvelle aristocratie. Londres devint rapidement l'épicentre de ce nouveau mouvement, et quel meilleur moyen de transport pour bouger dans une ville emplie de monde que la Mini. Il ne fallut pas longtemps avant que certaines sociétés spécialisées dans la fourniture de finitions sur mesure pour voitures de luxe, telles que Rolls-Royce ou Bentley, commencent à regarder attentivement la Mini. Wooden Pickett et Radford, parmi tant d'autres, se bagarrèrent pour ce nouveau marché. Des stars tels que Peter Sellers et Britt Ekland étaient ravis d'être aperçus au volant de leur véhicule. La Mini devint tellement à la mode qu'elle fut abondamment utilisée par la publicité, ce qui ne fit qu'accroître sa popularité. Voilà une expérience qu'on pourrait nommer la grosse pression. Mais ici, cette grosse pression pourrait bien être amusante. Prenez 15 jeunes filles portant toutes des mini-jupes et imaginez-les en train de battre un record détenu par des étudiantes américaines. Le Big Squeeze consiste à voir si vous pouvez compresser ces 15 filles en mini-jupe dans une mini. Pourquoi des mini-jupes? Pour voir combien de jolies jambes on peut entasser. Avec 2 jambes dans le coffre et 15 collégiennes dans la voiture, voilà un nouveau record du monde à la matière, célébré de la plus belle des manières, avec un policier qui ne veut rien savoir et qui colle une amende à cette voiture mal garée. Point final, cette partie de jambes en l'air. Si quelqu'un veut désormais battre ce record, il devra réunir 17 paires de jambes. De tous les prestigieux noms donnés à la Mini, finalement un seul prit réellement de l'importance et donna toute sa crédibilité à la Mini, Cooper. John Cooper était persuadé que la Mini avait un réel potentiel en compétition, après en avoir préparé une avec un prototype de pré-série. Mais cela n'enthousiasmait pas forcément Alec Issigonis, qui restait convaincu que la Mini était avant tout une voiture de base. Mais John Cooper finit par réussir à convaincre Issigonis, et il fut convenu qu'une version sport de la Mini, la Mini 1000 Cooper, intégrerait la gamme. Je me souviens d'une fois où je me trouvais sur l'autoroute M1 qui va jusqu'à Longbridge. Je conduisais ma Bentley. J'avais 3 Bentley à cette époque. Et dans le rétroviseur, il y avait une Mini. Et c'était John Cooper qui allait voir Lord Leonard et Issigonis pour tenter de les convaincre de faire une version sport de la Mini, ce qui n'était absolument pas dans leurs intentions. La seule chose par laquelle nous étions préoccupés était la tenue route de la voiture, car nous savions qu'elle serait souvent en surcharge. Nous avions l'habitude de dire que l'on pouvait imaginer la voiture conduite par 4 ou 5 étudiants, ce qui allait souvent être le cas, ou du moins on pouvait l'imaginer, ou quelque chose comme ça. On était donc obnubilé par la sécurité. Si vous construisez une voiture qui tient déjà bien la route, et si vous désirez aller plus vite, et que vous pouvez gonfler le moteur pour aller plus vite, vous obtenez alors une très bonne voiture de course. Et c'est ce que réalisa John Cooper et les persuada Sir Issigonis d'en faire une version sport.
La première Cooper de 1961 avait un moteur de 997 cm3 alimenté par 2 carburateurs. On avait augmenté l'alésage, libéré l'échappement, monté des disques de frein à l'avant, parmi bien d'autres choses. En 1963, la Cooper S fit ses débuts. La carrosserie de cette version reste la même que pour la première Cooper, mais avec un moteur de 1071 cm3 qui deviendra dans les années suivantes un 1275. Alors que la première Cooper ne produisait que 55 chevaux, les derniers modèles en sortaient 91. En 1964, les suspensions hydrolastiques furent finalement montées sur les Cooper. La différence de pilotage se révéla extraordinaire. C'est une route étroite, comme c'est souvent le cas en Angleterre. On roule à gauche dans notre pays et les routes sont plus abîmées à gauche. Le manque de débattement de la suspension, ce qui a disparu sur les voitures modernes, entraîne de forts mouvements de caisse sur la Mini, ce qui est vraiment flagrant. L'interconnexion entre les voies avant et arrière, ce qui est la principale qualité de l'hydrolastique, comme sur cette voiture, mais sur beaucoup d'autres aussi. Cette suspension qui est contrôlée par le mouvement d'un fluide permet une conduite sportive, mais aussi une conduite plus douce. C'est ce qui assure la qualité de la tenue de route, une tenue de route que l'on compare souvent à celle d'un kart. Voilà ce qu'apporte la suspension hydrolastique. En même temps, ce manque de débattement est vraiment flagrant. C'est le défaut de ce système de suspension qui est peut-être gênant dans la conduite de tous les jours, mais qui en même temps assure cette fantastique maniabilité et cette incroyable tenue de route. Une tenue de route qui ne fait que renforcer la sécurité, une sécurité assurée par ce manque de débattement, donc pas de roulis. Et cette absence de roulis ne peut qu'être appréciée en toutes circonstances, y compris sur les très mauvaises routes où les qualités de cette suspension prennent leur pleine dimension. Pendant 10 ans, les Mini Cooper trustèrent les premières places, et ce aussi bien sur les pistes qu'en rallye. Je pense que les personnes les plus impliquées dans la Mini furent Issy Gonis, le concepteur, et Alex Moulton, qui s'occupait des suspensions, les fameuses suspensions sur caoutchouc, ce qui était tout nouveau. C'est comme la préparation du moteur, où la première chose réalisée fut de s'occuper de la culasse sur plusieurs voitures. Et c'est John Cooper qui courra lui-même. Il put amener toute son expérience en la matière, expérience accumulée sur les circuits. Bien sûr, Austin Morris va développer par la suite des modèles comme les MG1100 avec 2 carburateurs et des collecteurs d'échappement spécifiques, avec les retombées que l'on connaît aujourd'hui. Cette extraordinaire tenue de route fut sa principale qualité. Il y a sûrement d'autres voitures de sport qui pourraient prendre un virage à la même vitesse que la Mini, mais certainement pas dans la même gamme de prix et pas dans les mêmes championnats. Je pense qu'il y avait différentes choses. L'une d'elles était le faible coût pour courir. C'est comme le karting aujourd'hui. Vous pouviez obtenir une voiture compétitive auprès d'écuries rivales de différents préparateurs. C'était vraiment excitant de pouvoir s'aligner en course dans différentes compétitions. On aurait dit que chaque circuit ou que chaque rallye avait été dessiné pour que les Mini viennent. Que l'on parle de Mallory Park ou encore de bien d'autres circuits ou tracés très connus comme Brands Hatch, les gens venaient très nombreux voir ces courses et faisaient souvent des centaines de kilomètres pour ça, comme d'aller à Brands Hatch et ensuite à Crystal Palace.
Cela fait partie des choses, vous savez, des choses vraiment passionnantes de l'époque. Partir tous ensemble vers le même circuit et se demander qui allait bien pouvoir gagner et battre le meilleur de la région. Il y avait toujours beaucoup de monde avec à chaque fois 200 à 300 participants au départ de chaque course. Il faut dire que la Mini avait une fantastique tenue de route. Et il y avait ses plus grosses voitures, les voitures de sport, comme les Jaguars ou les Ford Mustang et les Falcon, des monstres de puissance. Mais les pneumatiques n'avaient pas encore atteint le niveau de maintenant. Et le poids léger qui était la Mini se baladait littéralement autour de ces grosses voitures. On se marrait bien en course avec ces grosses voitures qui nous larguaient en ligne droite, mais dès que ça tournait, on leur revenait dessus et on reprenait la tête. Voilà ce qu'on a fait pendant des années et c'est fini depuis un bon moment. Je dois lui dire que piloter une Mini Cooper au départ d'une course sur ce genre de circuit est une chose plus difficile que de courir une spéciale du rallye de Monte-Carlo. Mais le succès en compétition n'apparut pas du jour au lendemain. Le moteur ne comportait pas de damper et l'un des supports moteurs, au début de ces années, était constitué par une ferrure d'échappement. Chaque fois que la Mini démarrait une course, le couple dégagé par les cardans arrachait cette ferrure d'échappement. Le moteur n'était plus maintenu que par 2 cylindres blocs qu'il ne tardait pas à arracher. Il y eut également la saga de la casse des jantes, tout spécialement sur de longues distances. La force centrifuge dans les virages déchirait le centre des roues. Ainsi, les premières pièces pour la compétition produite à Abingdon furent des jantes plus solides. Les voitures sont en train de gravir la côte de ce circuit. Mais voilà une Ford Cortina qui vient sans doute de casser un arbre de roue. C'est John Whitmore qui est en tête sur Ford Cortina. Une meute de Mini Cooper donne la chasse, mais sur circuit fermé, ce sont les Ford Cortina qui dominent la course et c'est John Whitmore qui remporte la victoire. La Mini était si polyvalente qu'une même voiture pouvait être brillante aussi bien sur les pistes qu'en rallye. En matière de rallyes internationaux, la période dorée fut le milieu des années 60. Et la Mini gagna à cette époque le prestigieux rallye Monte-Carlo 4 fois de suite. Mais afin de favoriser l'équipe Citroën, la Mini fut disqualifiée en 66 car elle n'était pas équipée de phares homologués. Les équipes d'usine, composées des Finlandais Rauno Aaltonen et Timo Mäkinen, ainsi que des Irlandais Paddy Hopkirk et Brittany Fall, gagnaient tout. Arrive la voiture anglaise se battant contre les voitures du continent. Neige, neige, vite, vite sur la neige. Et la plus rapide à ce jeu-là est la Mini Cooper numéro 37 de Hopkirk et Fall. Ils ont réussi à distancer la Ford Falcon américaine partie en tête et qui finira seconde. Mais on abandonne la neige pour retrouver le soleil. Cette année, le soleil fait briller les couleurs de la voiture britannique et de ses pilotes. C'est leur première victoire en cette année 66. Ce sont les pires conditions qu'on a jamais connues pendant le Monte-Carlo. Mais ce fut un rallye fantastique pour les Britanniques. 8 voitures anglaises dans les 20 premiers. 15e, une Hillman Himp. 8e et 9e, 2 Ford Cortina. Et 6e, une Rover 2000. 4e, une Summit Tiger. Et premier, pour la seconde fois dans ce rallye, une Mini Cooper S, pilotée par le Finlandais Timo Mäkinen et le Britannique Paul Easter. Prenant la 3e place et obtenant la victoire féminine, Pat Moss-Carlson. La Mini britannique remporte donc la victoire de ce rallye international et permet à BMC d'empocher pour plus de 10 millions de francs de commande à l'étranger.
Le rallye de Monte-Carlo existe depuis 35 ans, mais personne n'a jamais pensé qu'on roulerait un jour sur des routes comme celle-ci. Les qualifications ont encore une fois vu les Ford et les Mini s'empoigner, jusqu'au moment où une banale histoire de phare va mettre à terme à cette lutte. En effet, les Mini utilisaient cette année un système de plein phare halogène, au contraire de Citroën qui était resté à l'équipement standard. Toutes les voitures avaient pourtant passé le difficile contrôle technique avant le départ, et ce n'est qu'une fois que les voitures anglaises se soient emparées de la tête de la course et que les Mini ne s'envolent vers leur 3e victoire consécutive que Citroën porte à réclamation. Conduire pendant près de 2000 km au rallye de Monte-Carlo reste toujours un travail dangereux. Ce n'est pas moins de 1500 km de routes diverses, avec 500 km de spéciales bien souvent décisives. Comment vous sentiriez-vous si, après avoir combattu pendant des centaines de kilomètres, vous vous retrouviez disqualifié pour un détail technique? Voilà quelque chose qui n'a pas gêné Citroën, qui finit 5e, mais fut finalement sacré vainqueur. Après avoir appris cette injuste disqualification, tous les concurrents anglais se sont retirés de la course, boycottant le rallye de Monte-Carlo. Si les Anglais ne reviennent pas, ce pourrait bien être la fin de ce célèbre rallye. Lorsqu'Altonen devint pilote d'usine BMC, il dut prendre des leçons de conduite à gauche. Cette originalité entraîna bien entendu une abondante mais désagréable publicité. 35 minutes sur la route avec l'un des pilotes les plus célèbres au monde. Les techniques de pilotage en rallye ont satisfait l'examinateur. Posséder son permis de conduire anglais viendra compléter la licence internationale ainsi qu'une récente adoption britannique. Voilà notre élève prêt à partir vers de nouvelles victoires pour celui que l'on appelle désormais le Finlandais volant. Mais le support de l'usine en compétition prit fin en 1969, lorsque Lord Stokes ferma le département course, après qu'il eut acquis le contrôle d'Austin Morris suite à la fusion du groupe BMC et de Leyland. Et en 1971, l'accord avec Cooper prit fin également. La raison officielle étant que le nom de Cooper dévalorisait les ventes en rendant les primes d'assurance plus onéreuses. L'un des plus grands et des plus brillants partenariats dans l'histoire de l'automobile était terminé. Ce fut le commencement d'une sombre période pour les Mini, car l'entreprise nationalisée British Leyland chercha à arrêter le programme Mini dès 1971. Jusqu'ici, ça n'avait été que des rumeurs, mais cette fois, la nouvelle est arrivée jusque dans les lignes d'assemblage de la British Leyland. Il semblait bien que les ouvriers étaient en train de passer le cap des 5 millions de Mini produites par l'entreprise. Le principe de monter le moteur en position transversale avant, avec les roues avant motrices, fut adopté pour la première fois sur la Mini il y a déjà quelques années. Cette technique se révéla si pratique et performante que toute une gamme de véhicules fut développée sur ce principe. Et cette voiture qui part devant nos yeux est la 5 millionième voiture à traction avant produite, un modèle destiné à l'exportation pour l'Europe. Rien de surprenant en cela, car plus de la moitié des voitures produites sont destinées à l'export. Bon nombre d'entre elles sont même assemblées en France dans une usine locale. En 1969, les Mini Clubman firent leur entrée pour essayer de redynamiser la gamme des Mini avec un look plus contemporain. Le pneu Denovo, capable de rouler à plat, fut proposé en option, faisant de cette petite voiture la seule à pouvoir recevoir ce genre d'équipement. Suite à la fin de l'accord avec Cooper en 1971, une version plus sportive de la Clubman, la 1275 GT, fut présentée. Mais la façade avant de la voiture fut le sujet de bien nombreuses controverses. On s'est retrouvé dans une période où tout marchait à merveille. Je ne parle même pas du fait que les voitures se vendaient presque toutes seules. C'est une chose incroyable que d'avoir dessiné une voiture avec si peu d'erreurs. Je ne parle pas du fait que c'est plus facile de dessiner une petite voiture plutôt qu'une grande, mais on avait bien fait les choses.
Il n'y avait aucune raison de changer ce qui marchait bien pour quelque chose de moins bien. Bien entendu, on a fait pas mal de modifications sur la voiture au cours des années. Cette longévité nous a donné l'opportunité de ces développements. Je pense qu'en 1971, oui, en 1971, la production de la Mini a dû atteindre les 300 000 exemplaires par an. Quand vous vendez de par le monde près de 6 500 voitures par semaine, vous ne vous inquiétez pas. En compétition, ce sont des écuries privées qui ont su garder à la Mini toute sa compétitivité. Plus que tout autre au monde, Richard Longman fut l'une des personnes qui lutta pour essayer de garder la Mini en vie. Il est maintenant établi que l'usine espérait tout de même que les Mini continuent à courir en compétition. Quand le nouveau règlement des groupes en course fut enfin introduit, bien qu'avant il y avait déjà le groupe 2 pour courir, mais tout cela a coûté très cher, cela a permis le retour de voitures plus proches de la série, comme cette voiture, finalement très proche du modèle de série. Le règlement limitait sévèrement les possibilités de préparation. Ça se limitait seulement aux éléments amovibles de la voiture, comme les carburateurs ou encore les roues, des choses qui rendaient la voiture certes plus compétitive. Mais cela a aussi permis l'introduction de plein d'autres voitures, telles que les Golf, les Fiesta, les Ford Capri ou encore les Triumph Dolomite. C'était là une bonne conception de la course. Richard possède toujours la voiture avec laquelle il a remporté son titre, une Cooper de 1963, une ancienne groupe 2, et qu'il peut donc aligner dans la catégorie Saloon Car en compétition historique. C'est manifestement dans le groupe 2 que la Mini s'est révélée largement la meilleure. Et c'est là qu'elle a bénéficié des meilleures préparations, telles que des culasses à 4 soupapes. Elle a couru sous toutes les latitudes et pendant une longue période de 74 à 76, 77, période après laquelle son règne en compétition s'est terminé. Mais ensuite, avec le groupe 1, comme cette voiture qui a couru le Titi en 1975 et qui l'a gagné, on est retourné au département compétition d'Abington, qui était fermé depuis longtemps. Mais on a réussi à le réveiller, à le sortir de l'eau avec ces 2 titres remportés. On s'est ensuite aligné dans le championnat de classe avec une Mini 1975 GT et on s'est investi à fond dedans en essayant de faire de notre mieux. Et le temps des essais autour est arrivé et on s'est alors aperçu que toutes les modifications que nous avions apportées sur notre voiture se révélaient compétitives. On a donc essayé de revenir en 79 et de 76 à 79, on a graduellement amélioré la voiture. Et chaque année, on a fait un peu mieux, comme en 78, et puis de nouveau en 1979. On a survécu, on a même gagné dans des courses où tout avait changé. On avait une voiture beaucoup moins légère, mais aussi beaucoup plus solide. Et beaucoup de modèles sont arrivés après cette période. Elles ont toutes été vendues depuis, je suppose. Ces voitures étaient alimentées par 2 carburateurs. Des carburateurs que MG achetait chez SU. Un collecteur d'échappement différent, un arbre à cam lui aussi différent, ainsi qu'une boîte de vitesse à rapport plus court. Mais le reste de la voiture elle-même, avec quelques pièces de compétition dedans, comme un radiateur d'huile. Il n'y a pas vraiment grande différence. Vous pouvez encore acheter toutes ces pièces aujourd'hui et modifier une voiture standard. Dans la plupart des courses où j'ai couru, j'ai fini second, bien que j'ai vraiment bataillé dur pour essayer de finir premier. Lorsque j'ai couru en 79 et que j'ai gagné, ce ne fut pas aussi dur que je m'y attendais. Les courses vraiment difficiles, elles se sont déroulées en 77 et en 78. La première course que j'ai gagnée en classe 1275 GT, c'était en 77.
Ce fut un immense moment de bonheur, cette victoire. Pour gagner cette course, j'avais travaillé longtemps sur une voiture. Vous savez, gagner, c'est exactement comme si vous ne vous rendiez pas compte que vous avez gagné. Quand vous avez gagné et que vous vous en rendez compte enfin, c'est surtout parce que vous avez travaillé dur et que vous êtes posé plein de questions. À l'époque à laquelle Richard Longman remportait des victoires, au moment le plus glorieux des salon cars, un championnat pour les Mini 850 et 1000 avait été créé. C'était le top de la course pour les pilotes peu argentés. Cela offrait aux spectateurs un divertissement sans fin, car d'une part les grilles de départ étaient toujours complètes, et d'autre part des voitures identiques allaient en découdre sur la même piste. Ces championnats furent introduits en 1966 avec la 7e génération de Mini. Une préparation minimum des moteurs 850 ainsi que la même monte pneumatique pour tout le monde permettait de courir à un faible coût. Les courses de Mini 1000 Miglia firent leur apparition en 1970. La préparation fut beaucoup plus libre et les pneus lisses autorisés. Dans les années 90, les pièces pour les Mini 850 commencèrent à devenir difficiles à trouver. Les cylindrés de la classe 850 augmentèrent jusqu'à 1000 cm3 et l'autre classe passa de 1000 à 1300 cm3. Plus de 1500 noms de pilotes firent leur apparition sur les listes d'engagement sur une trentaine d'années, ce qui signifie environ 35 nouveaux pilotes par saison. Aujourd'hui, le championnat est toujours d'actualité, faisant de celui-ci le plus vieux championnat de classe dans l'histoire du sport automobile. Au début des années 80, la Mini commença à dépérir. Les profits réalisés avec la Mini ont toujours été faibles. En 1968, à la moitié de sa vie, les profits réalisés sur chaque voiture n'étaient que de 350 francs. Et ce mince bénéfice pouvait être rapidement effacé par 3 heures perdues en une semaine. Les retouches n'étaient généralement pas nombreuses, mais elles étaient réalisées pendant les heures supplémentaires. Dans les années 80, si le coût du matériel augmentait, le prix de la main-d'œuvre montait quant à lui en flèche. La Mini perdait de l'argent. Mais la petite voiture était bien loin de ses derniers jours, et ce malgré une économie morose. Il y avait bien plus de jeunes conducteurs à cette époque, des acheteurs potentiels, que lorsque la Mini fut lancée. La Mini était une bonne voiture avec laquelle on introduisait le client dans la gamme. Au fil des années, la Mini a progressivement été perfectionnée afin de gagner des clients. Il y avait quelques différences remarquables. La taille des pneumatiques est bien entendu la plus visible de l'extérieur entre la marque 1 et les Mini suivantes. La modification de la boîte de vitesse est la différence la plus apparente à l'intérieur de la voiture. Le fait de lever le levier pour la marche arrière a été conservé. Mais la première vitesse des premières Mini n'était pas synchronisée, ce qui faisait que l'on ne pouvait passer en première qu'à l'arrêt complet, au contraire des dernières Mini. Des freins plus grands ont aussi été montés avec une assistance par servo et des disques à l'avant. La direction est toujours à crémaillère, mais si avec les roues de 12 pouces on perd en tenue de route, elle devient beaucoup plus douce à conduire, même si l'on a perdu la légendaire maniabilité des premières Mini. Le moteur de la série A est à la base un 848 cm3. Il est complètement dépassé techniquement aujourd'hui et il manquait totalement de puissance, même pour une si petite voiture. Il était à l'origine prévu pour une voiture de moins d'une tonne, mais là, ça nous a donné une voiture sous-motorisée. Le 998 est à l'origine un moteur lui aussi de la série A, avec bien entendu le 1275 et le 1071 qui ont été montés dans les Cooper. Tous ces moteurs ont permis de faire une voiture beaucoup plus agréable à conduire, nettement plus puissante. Mais ils ne remplacent pas le charme de la version 848. Et il ne faut pas oublier que pour passer d'un 848 à un presque 1300 cm3, il a fallu autre chose qu'un simple réalisage. Toutes ces modifications ont permis de passer d'une première version sous-motorisée à des versions d'alignant pas moins de 91 chevaux sous leur capot, ce qui peut paraître étonnant pour une voiture de cette taille. On grimpe une côte en ce moment sur une rocade et on roule actuellement à la vitesse de 65 km/h en 4e et c'est vraiment agréable de conduire cette 850. Il faut peut-être voir une marque de déclin dans le fait que plus de 40 éditions spéciales différentes aient été produites entre 1980 et l'an 2000.
Mais en 1990, le nom de Cooper réapparut sur la Mini, afin de susciter un nouvel intérêt. Initialement, le moteur était un 1275 cm3 alimenté par carburateur et produisant 63 chevaux. En 1997, la Cooper avait une injection bipoint et un radiateur monté à l'avant. Elle présentait également des dispositifs de sécurité tels que l'airbag et des barres de renfort dans les portes. Puis, en octobre 2000, après 41 années ininterrompues de production, la Mini finit par sortir définitivement de la ligne de production. Le soleil venait finalement de se coucher sur l'une des meilleures voitures de tous les temps. Mais tout n'était pas fini. Le nom avait été racheté entre-temps par un géant allemand, BMW. Lorsqu'il fut annoncé qu'une nouvelle Mini était prévue pour le XXIe siècle, beaucoup se demandèrent, et s'inquiétèrent d'ailleurs, ce que diable une société allemande allait donc pouvoir faire avec une telle légende que la Mini. C'était également un énorme challenge pour les designers. Ils voulaient garder le caractère unique de la Mini tout en la faisant rentrer directement dans le XXIe siècle. Plus de 5 milliards de francs furent investis dans une usine située à Oxford avec la capacité d'assembler 100 000 voitures par an. La nouvelle Mini connut plus de tests en 3 ans qu'elle n'en a jamais connu dans toute sa vie antérieure. Finalement, le 7 juillet 2001, les premières voitures furent mises en vente en Angleterre. Et toutes les craintes concernant cette nouvelle Mini furent écartées pour ne conserver qu'une seule préoccupation, une chose qui ne peut pas s'acheter dans un magasin, la préoccupation originale d'Issigonis, qu'elle reste amusante à conduire. Il y aura 2 versions, la Mini 1,6 litre et la Cooper. Chacune utilisera le même moteur qui équipera la version de base, sortant 90 chevaux, alors que la Cooper pourra sortir quelques 115 chevaux. En 2002, la gamme grandit grâce à l'injonction de la Cooper S, équipée d'un moteur suralimenté de 160 chevaux. Bien que la Mini soit plus large que l'original, elle conserve tout de même certaines particularités de ses ancêtres. De l'extérieur, la voiture semble réellement plus grande. Erreur. Elle a toujours les roues à chaque coin et le moteur est encore monté transversalement. Mais alors qu'Issigonis estimait que des accessoires tels que la radio et le chauffage n'étaient pas nécessaires, c'est évidemment aujourd'hui d'origine. Mais avant tout, cela reste une voiture amusante à conduire, avec une tenue de route impeccable, une direction d'une précision diabolique qui procure beaucoup de sensations au pilote et bien assez de chevaux. En 2003, la première Mini à moteur diesel est lancée. En créant une Mini diesel, BMW réglait un problème qui n'existait pas à l'époque de la Mini originale, la consommation de carburant. Pour beaucoup, un diesel n'avait pas sa place dans une voiture civilisée.
Mais aujourd'hui, le diesel est vraiment différent de celui de leur cousin agricole. La Mini Diesel 1,4 litre démarre comme n'importe quel moteur, sans tousser ni fumer comme le faisaient les anciens diesels. D'autre part, elle est absolument silencieuse et suffisamment performante pour donner, même à la Cooper S, bien du fil à retordre sur une petite route de campagne. Inévitablement, beaucoup de sociétés se sont immédiatement emparées du marché des accessoires destinés à enjoliver la nouvelle Mini. Mais une seule société fut officiellement reconnue, John Cooper. Les visiteurs qui pénètrent dans l'antre de John Cooper, dans le West Sussex, n'ont plus aucun doute concernant le pédigré certifiant les origines de la Cooper, comme en témoignent les 2 titres de champion du monde et les nombreux succès en tout lieu. Étant donné la longue et fructueuse association qu'il y ait Cooper et Mini, il semblait que tout ce qu'allait entreprendre BMW avec cette nouvelle Mini allait être couronné de succès. Et ce fut le cas. L'évolution de la Cooper porte à la puissance de la Cooper S jusqu'à 200 chevaux. À la base de cette préparation se trouve un compresseur qui apporte beaucoup de chevaux supplémentaires sans développer de calories. Une nouvelle culasse modifiée a été adaptée. Et bien entendu, cette préparation ne saurait en aucun cas être parfaite sans le nom de John Cooper sur le couvre-culasse. La conversion est finalisée par la pose de nouveaux silencieux. Cette préparation a grandement amélioré la courbe de couple du moteur à mi-régime, la boîte 6 vitesses apportant la touche finale à cette motorisation. La vitesse maximum ressort à plus de 220 km/h et, malgré ce surcroît de puissance, la voiture se révèle plus économique que la Cooper S standard. Ceci est dû à un compresseur plus gros et donc plus efficace. Pour renforcer le succès de cette nouvelle voiture, un championnat fut inauguré en 2002. Le Challenge John Cooper était ouvert aux novices et aux pilotes affirmés recherchant un sport mécanique abordable. Le Challenge est différent de bien des autres car il comprend des courses de côte et des spéciales ainsi qu'un certain nombre de courses sur circuit. John Cooper fournit les voitures toutes identiques. La seule différence significative, mis à part les dispositifs de sécurité propres aux voitures de course, consiste en des freins plus puissants et une modification du damper. La formule a immédiatement rencontré un immense succès, sans compter avec une couverture médiatique qui n'a fait que renforcer l'enthousiasme du public.
Aujourd'hui, la Mini reste plus que jamais populaire. Bien que quelques passionnés considèrent la Mini originale comme la seule véritable Mini, la nouvelle Mini BMW a su reconvertir un immense public à sa nouvelle cause, et pas seulement à cause d'une certaine nostalgie, mais tout simplement parce que c'est avant tout une excellente voiture. Mais au fait, qu'est-ce qu'une Mini originale ? Même avec plusieurs milliers de voitures parquées le long du front de mer de Brighton, vous n'en trouverez pas deux identiques. Et pour quelques-uns, il est évident que rajouter quelques accessoires d'origine ne suffit pas. C'est une mini-mini qui est sortie en 1968. J'en suis tombé amoureux au premier regard. Je l'utilise tous les jours, bien que j'ai travaillé dessus pendant 4 ans. Elle est aujourd'hui équipée d'une carrosserie qu'il a fait directement rentrer en collection. La ceinture de caisse ne dépasse pas les 45 cm et il n'y a plus de toit. Je ne vois pas quoi faire de plus sur cette voiture, sinon installer un moteur de métro Mayfair peut avoir un peu plus de puissance. Mais en fait, le moteur de celle-ci va très bien. On s'amuse bien assez comme ça. La tenue de route est restée la même, bien qu'elle soit un peu légère, mais rien de vraiment sensible au point d'être gênant. On la sent juste un peu plus légère lorsque vous la conduisez sur l'autoroute. Vous devez faire attention à cette différence de poids, mais rien de grave. Je n'ai pas commencé cette voiture avec l'idée d'en arriver là. J'ai commencé en fait sans aucune idée de là où je voulais arriver. Une chose en amène une autre. Un coup de disqueuse quelque part donne une idée pour autre part. Mais vous continuez quoi qu'il arrive. Je voulais juste quelque chose de sympa, une sorte de seconde voiture pour les journées ensoleillées. À la base, je voulais faire une décapotable, mais décapotable veut dire sectionner le toit. Donc j'ai enlevé le toit sans jamais en remettre un. Je n'ai jamais eu la sensation de commettre un sacrilège. Certains crient au sacrilège et d'autres pensent que c'est plutôt pas mal. Mais généralement, les avis sont plutôt favorables, surtout de ceux qui ne roulent pas en mini. C'est une mini pick-up sur un châssis de Suzuki pick-up avec un moteur Suzuki. Elle a toujours les 4 roues motrices. J'ai acheté les 2 bases de travail dans une casse avant qu'elle ne soit braillée, mais pour moi, elle valait beaucoup mieux. Painted by my mate for a couple of pints and just use it mainly, take it round. Je voyais là-dedans quelque chose à faire, quelque chose à partir d'une mini qui aurait enfilé un costume de 4x4 et qui soudain attirerait l'attention des camions. J'ai travaillé en reprenant la caisse de la mini à partir du tablier avant et j'ai dû fabriquer un tunnel de transmission. La carrosserie du pick-up était trop longue pour ce châssis, alors j'ai raccourci la carrosserie de 23 cm et je l'ai soudée sur le châssis, ce qui a donné un châssis plus petit avec une carrosserie raccourcie. Mais je pense qu'elle est très élégante. En 1959, la Mini a bien failli ne jamais voir le jour. 40 ans plus tard, beaucoup affirment que la nouvelle Mini vivra éternellement dans l'ombre de son illustre devancière. Mais ceci se révélera complètement faux. La Mini BMW est une voiture vraiment différente de l'original, mais n'en reste pas moins une voiture. Non seulement une nouvelle génération de conducteurs est tombée sous le charme de la Mini, mais on a également fait en sorte que le nom continue d'exister. Une appellation réinventée et revitalisée. Une nouvelle voiture pour un nouveau siècle. Century.